Il y a environ 400 millions d'années, les insectes étaient moins dangereux qu'aujourd'hui. Ils mangeaient de l'herbe tranquillement et ne tuaient personne. Ils avaient même pas de venin. Mais l'évolution a fait son chemin, de nouvelles espèces sont apparues et se sont répandues dans le monde entier et un jour, tout a changé. Le jour où les insectes ont goûté au sang. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez goûté à quelque chose de sucré, par exemple du chocolat, vous en aurez sûrement envie toute votre vie. Ça veut pas dire que vous allez passer à un régime uniquement à base de chocolat, mais soyons honnêtes, la plupart des gens aiment les sucreries, c'est inscrit dans nos gènes et on devient vite accro au sucre. Il s'est passé à peu près la même chose avec les insectes. Les tout premiers d'entre eux ne savaient pas qu'ils pouvaient boire du sang, car à l'époque, il n'y avait pas les animaux nécessaires sur Terre. Il existe plusieurs théories qui suggèrent toutes qu'à l'origine, les insectes ont ingéré du sang par accident. Ils avaient déjà développé des pièces buccales adaptées à la succion. Et à partir de là... Aïe! Oh, pardon. Je peux te mordre encore? C'était sans doute avec d'autres animaux que cela, mais en gros ça s'est passé comme ça. Après avoir goûté une fois au sang, difficile de s'en passer. Je crois que j'ai déjà vu ça dans des films de vampires. Bref, les insectes, qui ne consommaient que des spores, du nectar et d'autres produits végétaux, sont passés à un régime hématophage, celui des animaux qui se nourrissent de sang. Mais une question se pose. Qu'est-ce que le sang a de si spécial pour nous faire changer d'habitude alimentaire ? Est-ce qu'il est délicieux? Est-ce que c'est à la mode de se nourrir de sang? Ou les insectes ont tout à coup réalisé qu'ils étaient très sanguinaires? Bon, ça se passe pas comme ça dans la nature. Se nourrir de sang est une aubaine pour un prédateur. Il suffit de comparer les efforts déployés pour attraper une proie, la maîtriser et la manger, ou sucer tranquillement du sang dans son coin, prendre son repas, puis vaquer à ses occupations. C'est comme entrer dans un café, prendre sa commande et partir, au lieu de se battre avec un barista pour une machine à café. N'oubliez pas que même les animaux les plus forts ont du mal à lutter contre les insectes suceurs de sang. On pense que même les dinosaures étaient mordus par des parasites. Des puces plusieurs dizaines de fois plus grosses que les puces modernes buvaient leur sang et chaque morsure était aussi douloureuse qu'une injection sous-cutanée. Et les dinosaures ne pouvaient rien y faire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des bras comme ça ? Le sang est la nourriture parfaite pour les insectes. Il contient assez de protéines pour maintenir leurs petits organismes en bon état, les aider à vivre et à se reproduire. En plus, le sang est liquide. Pour en obtenir suffisamment, pas besoin de développer de véritables mâchoires et de mastiquer quelque chose. Une seule morsure suffit. Même pour une punaise de lit, c'est raisonnable. Et puis je me suis dit... Les insectes et les arthropodes ont évolué pour boire du sang, parce que c'est pratique, c'est cool et tout ça. Des millions d'années se sont écoulées depuis, ils n'ont pas disparu, ce qui signifie que la méthode fonctionne. Mais alors pourquoi tuer sa source de nourriture? C'est comme brûler le frigo après avoir pris un sandwich. J'exagère pas, les moustiques sont les créatures les plus mortelles pour l'homme. Selon diverses sources, ils tuent entre 700 000 et 1 million de personnes par an. Juste derrière, mais avec un gros écart, viennent les humains eux-mêmes. Leur nombre de victimes est d'environ 450 000. Puis les serpents, ils tuent entre 50 000 et 100 000 humains. Vous voyez la différence? Le principal danger que représentent les insectes et les arthropodes suceurs de sang n'est pas qu'ils puissent sucer quelqu'un jusqu'à ce qu'il devienne tout sec, c'est les maladies. Les tiques, par exemple, peuvent être porteuses de 9 maladies différentes à la fois, de la maladie de Lyme à la tularemie en passant par la fièvre pourprée des montagnes rocheuses. Est-ce qu'on peut mourir après avoir été infecté? Oui, la tularemie a même été utilisée comme arme biologique. Attendez, si quelqu'un est porteur de tant de maladies dangereuses, il devrait pas tomber malade lui-même? C'est que le système immunitaire de ces créatures est incroyablement résistant. Surtout celui des tiques. Un moustique, par exemple, ne peut généralement être porteur que d'1 ou 2 agents pathogènes sans tomber malade. Mais le système immunitaire des tiques fonctionne différemment en éliminant toutes les bactéries nocives à l'intérieur du corps. Heureusement, les morsures de tiques ne causent pas des maladies en série partout dans le monde. En fait, vous savez où vivent les insectes les plus dangereux? Non, pas en Australie, au Japon. Prenons l'exemple du frelon géant du Japon. En 2019, son apparition en Amérique du Nord a causé une véritable panique. Il y avait une raison à ça. Ces grands méchants insectes qui exterminent les abeilles peuvent piquer plusieurs fois de suite et même vous tuer. Il y a aussi des frelons en Australie, mais ils font pas le poids face aux géants. D'abord, les frelons australiens font 1,5 cm de moins et en plus, ils sont moins prédateurs. En fait, les adultes se nourrissent de nectar. Les frelons géants du Japon, en revanche, dévorent les autres insectes sans pitié. Sérieusement,
Je préférerais ne jamais en croiser. Il faut dire que le Japon abrite des créatures terrifiantes. Punaises diaboliques, chenilles venimeuses, scolopendres qui peuvent faire jusqu'à 20 cm de long, avec un venin pouvant tuer un enfant ou un animal de compagnie. Mais il y a bien quelqu'un qui doit chasser tous ces monstres, non ? Par exemple, un frelon géant, c'est qu'un insecte, ce qui signifie qu'il est en bas de la chaîne alimentaire, pas vrai ? Ça peut sembler absurde, mais le frelon géant du Japon est un super prédateur, ce qui signifie que personne ne le chasse. Il y a les ours, les orques et le frelon. Belle équipe! C'est le résultat de l'évolution. Apparemment, le seul animal qui se nourrit de frelons géants est la bondrée apivore. Mais son habitat, même en tenant compte de la migration, ne recouvre aucune région du Japon. La seule créature dont les frelons géants peuvent avoir peur est l'homme. Et les abeilles qui ont appris à repousser les attaques contre leurs ruches en faisant littéralement cuire les frelons dans un micro-ondes vivant. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. En fait, c'est bizarre. Il m'a toujours semblé que la nature avait créé les insectes pour que les autres animaux aient quelque chose à manger. Mais si c'est pas le cas, alors pourquoi on a besoin d'eux ? Les gens ont du mal à voir des créatures comme les insectes ou d'autres petits arthropodes, par exemple les araignées, comme quelque chose d'important. Mais ils sont la preuve que la taille n'a pas d'importance. Ils sont la force invisible qui fait que notre monde fonctionne comme il faut. Les légumes et les fruits poussent grâce aux insectes. Les insectes rendent également les nutriments au sol. Sans eux, il y aurait de la pourriture et de la moisissure partout, sans parler des parasites. En fait, selon une étude réalisée en 2006, les insectes rapportent 48 millions d'euros par an à l'économie américaine et c'est sans compter la pollinisation. Sans ces minuscules créatures, plus rien ne fonctionnerait sur Terre, tout simplement. Alors que si demain tous les humains disparaissaient, rien de spécial n'arriverait à la planète. Vous voyez la différence ? C'est peut-être pour ça que les insectes et les arthropodes sont devenus si dangereux. Ils sont trop importants pour que la Terre les laisse se faire exterminer. Prenons le frelon géant. S'il doit s'attaquer à un animal qui ne fait pas partie de son régime alimentaire, il n'utilisera son venin que pour se défendre. Enfin, il est toujours prêt à se défendre. Une piqûre suffit pour que le prédateur comprenne. Il vaut mieux ne pas s'en prendre à cette chose rayée qui bourdonne. Il paraît que la piqûre donne l'impression d'être poignardé avec une aiguille chauffée au rouge et que la douleur dure plusieurs jours. Sans parler du fait que les substances chimiques contenues dans le venin du frelon géant peuvent détruire les cellules sanguines, les muscles et même provoquer une insuffisance rénale. Mais une piqûre de frelon géant ne tuera pas une personne non allergique. Il faut environ 200 insectes pour ça. Mais tout le monde n'a pas besoin d'attaquer en groupe. Par exemple, Atrax robustus est un arthropode considéré comme l'un des plus toxiques pour l'homme. Sa morsure peut tuer un adulte en 24 heures, sans parler d'un enfant. De nos jours, on dispose d'un antidote, mais quand on y pense, pourquoi une si petite créature a besoin d'autant de venin ? Et ça ne vaut pas seulement pour les araignées, beaucoup de petites créatures ont trop de venin, comme si c'était autrefois nécessaire pour chasser les dinosaures, mais que depuis les proies sont devenues plus petites. Ça n'a aucun sens. C'est comme tirer sur des papillons avec un lance-grenade. La chasse sera certainement fructueuse, mais pourquoi faire ça ? Il s'avère qu'il y a des millions d'années, même le venin le plus puissant n'était qu'une hormone qui aidait les ancêtres de ces créatures à réguler la métabolisation du sucre. C'est ainsi que l'insuline fonctionne dans notre organisme. Elle permet aux cellules d'absorber le sucre et de l'utiliser pour produire de l'énergie. S'il y a trop de glucose dans le sang, l'insuline achemine l'excédent vers le foie pour le stocker, puis l'en extrait si nécessaire. C'est utile, mais qui aurait pu imaginer que ça évoluerait en venin ? Quand on doit attaquer et se défendre, tout est bon à prendre. Vos adversaires ont développé une immunité ? Ça veut dire que vous devez produire un venin plus fort, et ça se répète ad vitam aeternam. De plus, certaines araignées produisent plusieurs types de venins à la fois, afin qu'au moins l'un d'entre eux fasse l'affaire. Celui-ci est périmé, celui-là est pour les rats, celui-là pour les singes, ça c'est mon thé. Ah, c'est celui-là. Ainsi, si le venin d'une araignée est aujourd'hui considéré comme non mortel pour l'homme, ça ne signifie pas qu'il le sera toujours. Attendez un peu. La bonne nouvelle, c'est que même si, à l'avenir, tous les insectes et arthropodes venimeux deviennent encore plus venimeux, au moins ils ne grandiront pas. Pas à cause de conditions défavorables, ça n'aurait pas de sens. Une étude a révélé que la taille des mouches a diminué au fur et à mesure de l'évolution des oiseaux. Pourtant, ces derniers n'ont pas disparu. En fait, devenir plus petit est une chose courante dans le monde animal.
c'est plus facile pour les petites créatures de trouver des ressources, elles se reproduisent plus rapidement et sont plus nombreuses, ce qui signifie qu'elles risquent moins de disparaître. Donc à l'avenir, il y aura des insectes petits mais très toxiques. Je pense pas que ce soit vraiment une bonne nouvelle. À plus.